Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Aïd Mubarak Saïd. On va continuer notre cours qui portera toujours sur le droit en patriotique. On va essayer dans ce cours-là d'avancer un peu. Mais avant de traiter, si vous voulez, le bail en patriotique, et qu'on vient de répondre à certaines questions posées par vos camarades, je ne me rappelle plus si c'est en arabe ou bien en français, mais en tout cas ce sont des questions posées. Première question, c'est une question qui revient beaucoup là, concernant le droit des usufruits, l'extinction du droit des usufruits, et surtout la question, est-ce que le droit des usufruits, lorsqu'il est vendu par quelqu'un, est décédé par la suite? Quand est-ce qu'il est éteint? Est-ce par la mort du premier usufruitier ou bien par la mort du second usufruitier? Ben, si on lit le code du droit réel, on ne trouve pas une réponse exacte, parce que les sciences juridiques ne sont pas une science, ou bien le droit, ce n'est pas une science exacte. Toutefois, si on lit le dialogue de 2 juin 1915, on lit le dialogue de 2 juin 1915, et surtout dans l'article 67, on peut lire que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement. Écoutez très bien, je vous invite cette fois-ci à voir et à revoir, si vous voulez, les vidéos, parce que j'ai déjà répondu à cette question. Je n'ai pas répondu, mais j'ai soulevé cette problématique. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause, ils sont déterminés jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Ça, c'est l'article 67 des Codes des droits de 2 juin 1915. Donc, pour répondre clairement à votre question, à mon avis, bien sûr, il y a 2 avis, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois. Je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour répondre à cette question, parce que pour moi, le droit du usufruit, c'est fini, on l'a étudié. Et quand même, ce sont des questions, puisque c'est un cours à distance, je suis tenu de répondre à vos questions. Et je vous invite à poser des questions sur vos commentaires, ou bien sur la page email, comme vous voulez. Donc, une fois le premier usufruitier a vendu au second usufruitier, il faut se référer au contrat. Si l'usufruit est déterminé par le temps, l'usufruit ne s'éteint que par l'expiration du terme, une fois que le terme est arrivé. C'est-à-dire, si une fois le temps, bien la durée s'est expirée, entraîne automatiquement l'extinction du droit des usufruits. Mais si jamais le deuxième usufruitier vient de décéder avant le premier usufruitier, moi, à mon avis, et conformément à l'article 67, qu'on ne trouve pas, que j'ai jamais trouvé cet article mentionné par certains auteurs, surtout en arabe, ceux qui ont écrit bien sûr, qui ont traité le droit des usufruits en arabe, il est clair pour moi donc qu'il faut attendre, même si la personne est décédée, il faut attendre l'expiration de la durée, s'il n'est pas une durée déterminée, si la durée est déterminée. Donc, si on le relie à l'usufruitier ou à ses ayants cause, c'est vrai que le droit des usufruits n'est pas éternel, il peut s'éteindre un jour. C'est un droit temporaire. Ce qui fait la différence avec le bail emphytéotique. Le bail emphytéotique, c'est un droit réel, mais qui est transmissible aux héritiers. Par contre, le droit des usufruits n'est pas transmissible. Donc je pense que j'ai bien répondu à votre question. Je passe encore à une autre question. S'agissant des modifications que les auteurs ont apportées à l'article 4 du Code des droits. C'est vrai, mais je pense qu'on a eu l'occasion de citer ça lorsqu'on a étudié, avant le confinement, lorsqu'on a étudié l'article 2. Je pense qu'on a traité que le législateur il a eu l'occasion de modifier certaines dispositions concernant l'article 4, tout simplement en insérant la procuration. Parce qu'avant, même après l'apparition du Code des droits réels, reste le problème posé pour la procuration. Donc, si le législateur a subordonné l'exécution, bien a subordonné l'écrit pour toute opération immobilière
comptant bien, portant sur un droit réel par l'établissement d'un acte par notaire ou bien par adoulaire de Zadoul, c'est-à-dire c'est un acte authentique, ou bien par un acte rédigé par un avocat agréé près de la cour de cassation. Mais il n'y avait aucun, à l'époque, après l'apparition, juste après l'apparition du Code des droits réels, il n'y avait pas, c'est-à-dire la procuration n'était pas insérée dans cet article 4. C'est pour cette raison que le législateur est intervenu en 2017 pour, suite à la spoliation, entre guillemets, la spoliation des biens d'autrui, suite à cette spoliation, le législateur est intervenu en 2017 pour modifier les énonciations, si vous voulez, de l'article 4, en insérant la procuration. Maintenant, il faut absolument une procuration authentique ou bien une procuration sous seing privé ou bien un acte, si vous voulez, rédigé par un avocat agréé près de la Cour de cassation. Je pense que c'est deux questions que j'ai trouvées dans vos commentaires et je vous remercie en tout cas pour ces deux questions. On va passer directement au bail emphytéotique. Notre offense s'est arrêtée sur les personnes qui sont habilitées à déposer une réquisition d'immatriculation et on a invoqué parmi ces personnes il y a l'emphytéote. Et si vous lisez l'article 10, vous allez trouver que il y a des détenteurs des droits, comme je vais l'expliquer pour le droit des écrouilles, il y a des détenteurs du droit réel qui peuvent déposer une réquisition d'immatriculation sans le consentement du propriétaire, et il y en a d'autres, c'est-à-dire d'autres, c'est les détenteurs des servitudes, qui font absolument le consentement des propriétaires. Donc pour les premiers, c'est-à-dire l'emphytéote, les fruitiers, le bénéficiaire d'un droit de superficie, d'usage, etc., n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale ou bien au préalable pour déposer leur réquisition d'immatriculation. Il suffit tout simplement qu'ils soient munis d'un acte, si vous voulez, en bonne et due forme, d'un acte authentique. Un acte leur conférant, si vous voulez, un droit réel. Ce droit réel, c'est le droit d'emphytéose. Donc, le droit, et bien sûr, ce droit d'emphytéose doit être rédigé conformément à l'article 4. L'article 4 qui exige que toute convention passée entre les parties doivent être passées par un acte authentique sous peine de nullité. C'est une occasion pour soulever encore une autre problématique. Si jamais l'acte est nul, suite, si vous voulez, ou bien une fois qu'il n'a pas été rédigé, par exemple, qu'il n'a pas été rédigé par un notaire ou bien par deux adultes. Est-ce que cet acte peut être requalifié pour un bail ordinaire? Bon, à cette question, c'est-à-dire, je m'explique, j'ai signé avec vous un contrat de bail emphytéotique. On a mis toutes les dispositions, si vous voulez, régissant le bail emphytéotique dans ce contrat, mais le contrat n'a pas été rédigé, n'a pas été authentifié par un notaire, ou bien il n'est pas passé par un acte, ou bien il n'a pas passé un acte authentique. Est-ce que cet acte, ou bien ce droit de bail emphytéotique, et en cas de litige, est-ce qu'il peut être requalifié par le juge en tant que bail ordinaire? On ne trouve pas de réponse dans le Code des droits. Il n'y a pas de réponse en cas de nullité d'acte. C'est-à-dire le bail emphytéotique, on ne peut pas parler d'un bail emphytéotique parce que tout simplement l'acte il est nul. Mais cette nullité, est-ce qu'elle entraîne, est-ce qu'on peut requalifier, si vous voulez, cet acte en un bail ordinaire? Bon, on trouve, à mon avis, oui. À mon avis, oui, rien n'empêche que ce bail qui n'est pas un bail emphytéotique peut être requalifié en tant que bail ordinaire, parce que dans le bail ordinaire, on n'a pas besoin que les deux parties authentifient leur convention, devant un notaire. Bien sûr, tout acte emphytéotique doit être transcrit sur le titre foncier pour qu'il produise effet, comme chaque droit réel. Chaque droit réel, pour qu'il produise ses effets, il faut absolument que les deux parties doivent le mentionner, doivent le transcrire sur le titre foncier, d'après l'article 66 de la loi 1407.
Je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions pour citer cet article. C'est inutile donc de le reciter, mais je vous invite à le lire chez vous, hein, l'article 66. Donc s'il s'agit d'un bien immatriculé, ce droit n'a pas d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription, comme d'ailleurs tout droit réel n'a pas d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription sur le titre foncier. Une question qui reste un peu délicate, c'est que lorsque le bail emphytéotique porte sur une réquisition d'immatriculation, porte sur un bien en cours d'immatriculation. Bien sûr, comme vous le savez, le bénéficiaire, il a deux voies. Il a soit la voie de l'article 84, soit la voie de l'article 83. Et supposons qu'il a choisi, par exemple, l'article 84. Il l'a déposé. Il a déposé son acte. Il a déposé son acte conformément à l'article 84. Et par la suite, il consent une hypothèque. Comme je viens d'expliquer l'autre fois, il ne peut consentir qu'une hypothèque. Il ne peut pas le donner en anticrèse, c'est-à-dire il ne peut pas se déposséder de son bien. Sachant très bien qu'il ne faut pas perdre de vue que quand je parle de l'hypothèque, l'emphytéote ne constitue ou bien ne consent une hypothèque que sur les constructions qui édifient par lui. C'est-à-dire, je m'explique, je loue un bien, je construis un bâtiment ou bien un immeuble, donc ce que je peux consentir une hypothèque portant uniquement sur les constructions que j'ai faites moi-même, en tant que preneur ou bien en tant que bénéficiaire de ce droit réel. Et c'est là qu'il fait la différence encore entre un bail emphytéotique et un bail ordinaire. Quand on parle de bail ordinaire, le bénéficiaire de ce bail ordinaire n'a pas le droit de l'hypothéquer. Par contre, le détenteur d'un droit réel, qui est le preneur dans ce cas-là, le bénéficiaire d'hypothèque, il peut consentir une hypothèque. Bon, une fois qu'il a consenti une hypothèque, la question qui se pose, comment, puisqu'il a choisi le dépôt conformément à l'article 84, voilà en temps, j'ai parlé à plusieurs conservateurs, mais sincèrement, on n'a pas une réponse exacte. C'est une problématique. On pense, parce que le législateur quand même, il a autorisé le bénéficiaire, le détenteur d'un droit réel, de consentir des hypothèques sur des biens en cours d'immatriculation. Comme vous le savez, si vous le savez, je ne sais pas est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas, pour les biens immatriculés, moi je n'étais pas votre enseignant de droit foncier, mais en tout cas, pour le bénéficiaire d'un droit d'hypothèque, il a la possibilité de passer directement à l'exécution et de se prévaloir de son droit d'hypothèque pour vendre le bien aux enchères et restituer la somme, une fois que le débiteur n'a pas voulu ou bien ne pouvait pas payer. Mais, en ce qui concerne un bien immatriculé, le problème ne se pose pas. Il suffit tout simplement de demander au conservateur un certificat spécial, ce qu'on appelle un certificat spécial, conformément à l'article 58 de la loi 1407, je vous invite à le lire chez vous, c'est-à-dire ce certificat spécial donne la possibilité au créancier de passer directement à l'exécution. C'est un titre exécutoire. C'est l'aide telfidi. On n'a pas besoin d'avoir un jugement pour passer aux enchères. Non. Si vous avez une hypothèque sur un bien immatriculé, c'est pour cette raison que les banques sont encouragées pour donner des crédits. Parce qu'ils savent très bien qu'en cas de non-paiement, il suffit d'avoir simplement un certificat spécial du conservateur. Et suite à ce certificat spécial du conservateur, on passe directement à l'exécution. On n'a pas besoin d'avoir un jugement. Ça serait autrement si le créancier n'était pas un créancier privilégié, était un créancier juste ordinaire. Je m'explique. Il y a une différence entre un créancier qui regarde faire, comme je venais d'expliquer plusieurs fois, et c'est l'occasion de le répéter, entre un créancier privilégié et un créancier qui regarde faire. Le créancier privilégié, il peut se prévaloir de ce certificat spécial, pour passer directement à l'exécution. Par contre, le créancier
qui aura faire, il aura besoin d'un jugement pour passer, si vous voulez. Et c'est l'occasion quand même de rafraîchir les mémoires pour vous expliquer encore une autre fois qu'il y a une différence entre une hypothèque et une saisie conservatoire. Une hypothèque, ça vous donne la possibilité, ou bien les attributions, quand vous enseignez en première année, le droit de préférence et le droit de suite, c'est-à-dire vous allez être payé le premier, suite à votre ordre d'inscription, et vous allez être payé en préférence par rapport aux autres créanciers qui sont inscrits ultérieurement, ou bien des créanciers qui sont simplement des créanciers qui ont qu'à faire. Par contre, dans une saisie conservatoire, on ne peut pas parler de privilèges. La saisie conservatoire, on ne peut pas parler de privilèges. Tout créancier peut entrer dans la masse successorale. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'inscris une saisie sur le titre foncier, même si j'inscris une saisie en premier rang, et il y a un autre saisissant qui inscrit cette saisie en deuxième rang, ça n'a pas un grand impact. Du moment lorsqu'il y a une vente, les créanciers qui ont à faire vont se partager au marc le franc, ils vont se partager, si vous voulez, le produit de la vente pour se faire, bien pour récupérer leur argent. Bon, le bail emphytéotique peut porter sur un bien en cours d'immatriculation, et comme je viens de l'expliquer, il y a un décret royal de 1925, qui donne la possibilité au CH, au Crédit agricole et hôtelier, dans son article 11, et vous pouvez se référer à ce décret royal, dans son article 11, il donne la possibilité au conservateur de délivrer dans des conditions prévues par la loi, c'est-à-dire l'article 58. Donne la possibilité au conservateur de délivrer un certificat conformément à l'article 58. C'est-à-dire, même si un bien est en cours d'immatriculation, et dans certains cas, et pour certaines banques, le législateur a autorisé le conservateur à donner ou bien à délivrer un certificat spécial comme si le bien il est immatriculé. Bon, mais reste quand même une question qui reste posée pour un bien en cours d'immatriculation. C'est-à-dire, je dépose mon droit de bail, mon acte de bail conforme à l'article 84 et je construis une hypothèque. Bon, il y aura, si vous voulez, un dépôt sur dépôt. Il y aura un dépôt conformément à l'article 84 et il y aura un autre dépôt conformément quoi. C'est-à-dire, le législateur n'a pas privé, si vous voulez, il a dit oui, il a dit qu'il peut hypothéquer, mais il n'a pas dit qu'il faut simplement ou bien les biens qui peuvent être hypothéqués sont les biens immatriculés. Non, il a dit qu'il peut hypothéquer. Par la suite, il peut le saisir. Hein? Il peut le saisir conformément, si vous voulez, à l'article qu'on venait de citer, l'article qui régit le bail en fait. Il peut le saisir. Donc, il faut faire une différence entre une hypothèque d'un bien en cours d'immatriculation et une hypothèque sur un bien immatriculé. Je le répète encore pour la énième fois. L'hypothèque dans les biens immatriculés, simplement il faut avoir un certificat spécial. Les biens en cours d'immatriculation, en principe, d'après le décret royal, et pour certaines banques, je dis bien pour certaines banques, à savoir le crédit, le CH agricole, plutôt hôtelière et immobilière. Ces banques peuvent se prévaloir de ce certificat pour qu'ils puissent, si vous voulez, vendre le bien et restituer ces échéances, ou bien restituer son argent. Bon, un autre point, il ne faut pas perdre de vue entre une saisie, parce que dans l'article, on lit, il peut le bail emphytéotique des biens immobiliers confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes
prescrites pour la saisie conservatoire. Il ne faut pas perdre de vue. Il faut faire une différence entre la réalisation de l'hypothèque, la réalisation de l'hypothèque et la saisie conservatoire encore une autre fois. Parce que le statut dans l'article 121, il parle de c'est un droit réel susceptible d'hypothèque, ce droit peut être cédé. La cession de ce droit, il peut être cédé par n'importe quel moyen de cession. La vente, la donation, et même le legs qu'on peut léguer. Et il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie conservatoire. Donc, là, dans ce cas-là, c'est une saisie conservatoire qui vient juste après l'hypothèque. Il y a une hypothèque, alors si jamais la personne n'a pas payé, il y a un commandement immobilier, après il y a une saisie, ainsi de suite. Ça n'a rien, ça c'est ce qu'on appelle la réalisation de l'hypothèque. La réalisation de l'hypothèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut se prévaloir de sa sûreté pour obtenir le paiement de sa créance. Mais la saisie conservatoire, c'est une autre chose. Vous avez une dette, vous êtes un créancier qui a une affaire. Pour empêcher le débiteur de vendre, si vous voulez, son bien, vous pouvez saisir sur la base de cette créance. Vous n'êtes qu'un créancier qui a aucun affaire. Vous pouvez passer directement pour saisir avec une autorisation du juge, une ordonnance du juge de référé. Vous pouvez inscrire une saisie conservatoire. Donc, je répète encore une autre fois, la réalisation de l'hypothèque qui tend automatiquement à la saisie. Ça, c'est le créancier qui peut se prévaloir de son droit, si vous voulez, de sa sûreté, pour obtenir le paiement. Bien sûr, il y a un droit de préférence. Il y a un droit de préférence, c'est-à-dire le créancier hypothécaire inscrit en premier rang sera payé le premier par rapport au créancier privilégié payé en second rang. Donc il y a, je répète, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais c'est très technique, c'est très juridique. Un créancier hypothécaire inscrit au premier rang, il est payé avant l'hypothécaire inscrit ou bien le créancier inscrit en deuxième rang. C'est clair. Mais pour la saisie, non. Pour la saisie, non. La saisie, il faut pas c'est-à-dire le rôle des inscriptions, ou bien la chronologie des inscriptions n'a pas grand impact sur sur le remboursement, entre parenthèses, des créanciers qui ont affaire. Les modes, si vous voulez, de constitution d'hypothèque, plutôt des créanciers, ou bien d'amphithéose, les modes d'institution d'amphithéose. L'amphithéose peut être institué soit par un acte de vente, soit par une donation, comme je viens d'expliquer, soit par un legs, soit même par un, si vous voulez, par une sadaqa. On aura l'occasion, lorsqu'on va étudier la donation, on fera la différence entre la sadaqa et la donation. Donc, la donation, sadaqa, il peut même être institué par le droit du shfa'. Le droit du shfa', le droit de préemption. Comme vous le savez, le droit du shfa', c'est la faculté, on verra ça sera le prochain cours, la faculté de racheter la part vendue, moyennant le paiement du droit, le paiement des prix qui figurent sur l'acte, etc. Tout le prix, si vous voulez, les améliorations et les aménagements que l'acheteur a fait pendant la période où il possédait ce droit ZNI. Donc, mais un problème, si vous voulez, qui se pose, c'est concernant le Dahir Sharif, dans son article 16, le Dahir de 1972, concernant l'attribution aux petits agriculteurs de certains biens agricoles. Comme vous savez que le patrimoine de l'État, c'est-à-dire l'assiette foncière de l'État,
il est composé de plusieurs immeubles, des droits immobiliers. Donc l'État, dans 1972, il a attribué à des petits agriculteurs des terrains. Et que ces terrains, ils peuvent les exploiter, ils peuvent les aménager, des terrains agricoles. Une fois qu'ils sont décédés, dans l'article 16, il est interdit à ce que ce bien sera transmis aux héritiers conformément aux règles de droit successoral, aux règles du Code des droits successoral. Parce que dans ce genre de terrain, il faut absolument certaines conditions pour qu'on puisse être propriétaire. À savoir, premièrement, il faut que la personne soit agricole, et deuxièmement, il faut que la personne a une profession. Bien, sa profession initiale, c'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut être un cultivateur, il faut avoir au moins 45 ans, en plus, certaines conditions. Mais si la personne est décédée, ce droit n'est pas transmissible à ses héritiers conformément au droit de la famille. Non, au droit successoral. Non, il n'est pas transmissible. C'est-à-dire, seul un de ses héritiers qui peut continuer, si vous voulez, après la mort de son auteur, bien de leur auteur commun, ce sont des héritiers, et après avis de la commission régionale, on aura l'occasion, si jamais il nous reste le temps de parler beaucoup sur ce domaine, mais pour le moment, gardez tout simplement dans l'esprit que dans le cas où cette personne est décédée, ce terrain ne revient pas automatiquement conformément aux règles de droit successoral. Il revient, si vous voulez, à l'un de ses héritiers, à condition d'indemniser certains héritiers, et parmi les conditions qui doivent être réunies, il faut que cette personne soit un cultivateur. Deuxièmement, il faut que cette personne atteigne au moins 45 ans. Bon, si jamais ce terrain, ou bien cette attribution de ces terres, il a été attribué aux agriculteurs pour encourager, si vous voulez, d'investir dans des terrains agricoles et pour encourager les petits agriculteurs à investir dans ces terrains et pour, si vous voulez, limiter un peu l'exode rural. Bon, une fois que cette personne est décédée, ses héritiers, comme je vais l'expliquer, n'ont pas le droit de bénéficier automatiquement tous de ce terrain, conformément au droit de la famille. Si jamais cette personne, supposons que cette personne il a loué ce bien à un autre, il se peut qu'il loue cette personne à une autre. Donc, c'est vrai qu'il faut se référer au cahier de charge. Si le cahier de charge, parce que c'est une vente qui est inscrite sur le titre foncier et il est interdit au conservateur, une fois que la personne est décédée, il est interdit au conservateur d'inscrire l'acte d'hérédité, conformément au droit de la famille. C'est-à-dire qu'il faut attendre la réunion de la commission régionale qui va exactement nous préciser, nous indiquer, ou bien nous désigner le bénéficiaire de ce droit. Si jamais cette personne il a loué ce bien, il a loué ce bien à une personne et cette personne vient de décéder. Comme vous le savez, il faut essayer de penser à une chose, c'est que l'amphithéâtre, il a le droit d'obtenir un titre, ce qu'on appelle un titre bis, bien un titre distinct. Bon, si jamais il a obtenu ce titre distinct, bien ce titre bis, et par la suite il a loué le terrain à une autre personne. Il vient de décéder. Le droit, comme vous le savez, le bail amphithéotique, il est transmissible par voie d'héritage. Mais concernant ce bien agricole, est-ce qu'il peut être, si vous voulez, est-ce qu'il peut être transféré aux héritiers ou non? La réponse, bien sûr, ce bien ne peut pas être transmis aux héritiers conformément au droit successoral.
mais il peut être transféré à un seul héritier qui réunit, ou bien qui arrive à réunir les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, la sagesse, ou bien si vous voulez, l'esprit du législateur, c'est que le bénéficiaire de ce terrain attribué par l'État, c'est d'investir dans ce terrain, c'est être un agriculteur, c'est exploiter le terrain. Une fois qu'il décède, il faut absolument que le bien revienne à un seul. Même s'il est un bailleur, il faut absolument, et même si le bail emphytéotique il est transmissible par voie d'héritage, il faut que le bien, si vous voulez, passe au nom d'une personne qui réunit les conditions comme prévu dans le Daïr de 1972. Et vous pouvez, si vous voulez, se référer à ce Daïr. Je vous donne le numéro de Daïr. C'est le Daïr numéro 1 72 277 du 29 12 1972. Voilà, c'est le numéro du Daïr et c'est la date. Il suffit simplement de mettre sur internet Daïr portant attribution des biens agricoles, des biens aux petits agriculteurs, et ça sort tout de suite. C'est pas le problème. Il n'y a pas de problème en ce sens. Bon, on arrive maintenant aux caractéristiques du bail emphytéotique, mais je pense je vais m'arrêter là. J'espère encore que tout va bien. Et on va se revoir. J'attire votre attention. Je vais continuer à donner ces cours pendant tout le mois de juin, hein, parce que vous n'aurez l'examen que pour le mois de septembre. Et Inch'Allah, j'espère que vous préparez vos examens dans des bonnes conditions. En tout cas, on est en plein confinement encore. On espère qu'on va sortir de ce confinement bientôt. Ça va dépendre bien sûr de l'évolution de la pandémie, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Salam alaikum.